Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet d'une complexité rare, vraiment. Le conflit qui n'en finit pas dans la région des Grands Lacs africains et plus particulièrement au Kivu en RDC. Notre point de départ, c'est un document. Un document au ton, disons, assez percutant. Il s'intitule «Kagame et la guerre incessante au Kivu, un danger permanent». La thèse est radicale. Et notre mission aujourd'hui, ce n'est pas juste de la résumer, non. On va vraiment la décortiquer pour comprendre la logique, voir ce qu'elle apporte au débat et surtout la mettre en perspective. Parce que c'est une lecture très très personnelle du conflit, centrée sur le président rwandais Paul Kagame. Et ça va à contre-courant de pas mal d'analyses classiques. Oui, exactement. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas face à une analyse nuancée. C'est un véritable réquisitoire. La source affirme que toute tentative de paix qui impliquerait Paul Kagame est non seulement vouée à l'échec, mais que ce serait une erreur stratégique majeure. L'intérêt pour nous, c'est de comprendre comment l'auteur construit cette certitude. On va donc explorer les arguments, le portrait psychologique qui est dressé, et puis la conclusion, une conclusion forcément extrême qui en découle. C'est une plongée dans une vision où le conflit s'explique moins par des dynamiques régionales que par la survie d'un seul homme. Alors allons-y. Le cœur de l'argument, c'est que Paul Kagame ne peut pas arrêter la guerre. Ce n'est pas présenté comme un choix, mais comme une condition, Sine qua non. voilà, à sa survie. C'est une affirmation énorme. Sur quoi la source s'appuie d'elle pour être aussi catégorique? Alors, l'auteur bâtit son raisonnement sur trois piliers. Trois piliers qui, mis ensemble, créent une sorte de piège logique. Le premier pilier, c'est le poids du passé. Le texte est brutalement direct là-dessus. Il accuse Kagame de crimes graves commis sur 30 ans. Et il insiste bien, ces crimes continuent. Dans cette optique, la guerre, ce n'est plus un outil politique, c'est une assurance-vie. Un état de chaos permanent qui, selon l'auteur, le protège des conséquences judiciaires de ses actes. La guerre devient un bouclier, une manière de repousser indéfiniment toute reddition de comptes. L'idée de la guerre comme bouclier judiciaire, c'est puissant. On pense tout de suite à la justice internationale, forcément. Mais est-ce que ça suffit à expliquer un conflit d'une telle ampleur? Souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que la source aborde cet aspect économique? Absolument. Et c'est même le deuxième pilier, sans doute le plus concret. Le texte ne prend pas de gants. Je cite, « Il n'a vie que de pillage des minerais et d'autres ressources naturelles de la RDC. » Là, on passe du bouclier judiciaire au moteur économique. Et quand la source parle de pillage, il faut bien comprendre qu'elle vise, implicitement, des ressources cruciales. Le coltan, le cobalt, l'or. Tout ce qui est essentiel à l'économie mondiale. La logique présentée est simple. Le chaos au Kivu, ce n'est pas un bug. C'est une feature. C'est une feature, exactement. C'est ce désordre qui permettrait à des réseaux, que l'auteur lie directement au Rwanda, de contrôler ces ressources de manière informelle et extraordinairement lucrative. Arrêter la guerre, du coup, ce serait assécher cette source de revenus. Une source vitale. D'accord? Donc on a un double impératif de survie. Se protéger de son passé et s'enrichir au présent. Le portrait est déjà très, très chargé. Quel est le troisième élément qui viendrait verrouiller tout ce système? Le troisième pilier, il est plus idéologique. Il touche à la vision même du pouvoir. Selon la source, le président rwandais n'a aucune foi. Aucune. Dans les processus de paix, dans les accords. Sa seule et unique croyance, c'est, je cite, la force des armes. C'est cette force qui l'aurait porté au pouvoir, et ce serait le seul langage qu'il respecterait pour s'y maintenir. Dans ce cadre de pensée, une négociation, ce n'est pas une chance pour la paix. C'est une tactique. C'est une tactique. Un traité n'est pas un engagement, c'est un outil pour gagner du temps, ou pour tromper l'adversaire. La guerre, c'est l'état naturel du pouvoir. La paix n'est qu'une manœuvre. Ce qui est frappant, ici, c'est que ces trois piliers, le passé, l'économie et l'idéologie, ils personnalisent entièrement le conflit. L'analyse géopolitique classique parlerait de zones d'influence, de sécurité des frontières, de conflits interethniques hérités de l'histoire. Mais ici, non. Tout est ramené à la psychologie et aux impératifs de survie d'un seul leader. C'est un changement de perspective total. Et j'imagine que le texte ne s'arrête pas là. Pour justifier cette vision, il doit bien essayer de nous faire entrer dans sa tête. C'est exactement ça. L'analyse bascule du quoi au pourquoi, et elle dresse un portrait stratégique et psychologique.
Le premier trait qui est mis en avant, c'est la manipulation, décrite comme une seconde nature. Le texte l'accuse d'avoir, je cite, « toujours manipulé ses voisins et la communauté internationale », de réussir à faire tomber tout le monde, je cite encore, dans son piège. La manipulation ne serait pas une tactique occasionnelle, ce serait le logiciel de base de sa diplomatie, de son pouvoir. Un maître manipulateur, donc. Mais pour manipuler, il faut souvent avoir quelque chose à cacher. Qu'est-ce qui, selon le texte, serait le moteur de cette dissimulation permanente? La peur. La peur panique que son, je cite, « vrai visage de criminel sans répit soit exposé au grand jour ». C'est une obsession de l'image. Et paradoxalement, la guerre devient son principal outil de communication pour gérer cette peur. En adoptant une posture décrite avec les mots belliciste, hégémonique et expansionniste, il ne ferait pas que détruire, il construirait une image. Ah oui, je vois. L'idée, c'est qu'en inspirant la peur, il force une forme de respect. Le texte utilise le mot « terreur » en majuscule, mais il faut le comprendre au sens stratégique. Ce n'est pas juste de la violence aveugle, c'est un instrument pour asseoir son autorité, maintenir son rang et, je cite, continuer à récolter des fruits juteux. La rhétorique de l'auteur est simple, pourquoi changer une méthode qui a fonctionné pendant 30 ans? Et cette terreur, on a l'impression qu'elle s'auto-alimente. La source mentionne que la peur de ses voisins ne fait que le renforcer. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui mène à un sentiment de toute puissance. L'auteur affirme que la peur qu'il inspire le conforte dans son esprit machiavélique. Plus il est craint, plus il se sent validé dans sa stratégie. Le texte va jusqu'à dire qu'il se sent intouchable. Et il précise que ce sentiment perdure malgré, et là c'est une allusion à des faits concrets, les nombreux rapports des Nations Unies qui ont documenté les crimes dans la région. On pense au rapport Mapping, par exemple. On pense au rapport Mapping, bien sûr. Cette impunité perçue, qu'elle soit réelle ou supposée, agirait comme un puissant carburant, le persuadant qu'il n'a de compte à rendre à personne. D'accord. Donc, si on résume ce portrait, un stratège qui règne par la manipulation et la peur, motivé par la dissimulation de son passé, et un sentiment d'impunité totale. Le chaos ne serait donc pas un dommage collatéral de sa politique, mais l'objectif même. C'est la conclusion. Logique et terrifiante que tire la source. La phrase est sans appel. Kagame ne règne que par la terreur et les chaos. Le désordre n'est pas un accident, c'est son écosystème. C'est le milieu dans lequel il prospère. À partir de là, l'auteur pose une sorte d'ultimatum aux pays voisins. Soit ils se décident à l'affronter pour le mettre à sa place, soit ils acceptent de devenir ses serviteurs. Il n'y aurait, dans cette vision du monde, aucune place pour la coexistence pacifique. D'accord. Bon. Si le diagnostic est aussi sombre, aussi définitif, quelle peut bien être la prescription? J'imagine que la diplomatie n'est pas vraiment une option envisagée par la source. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'auteur, toute discussion est une perte de temps. La conclusion, c'est une synthèse de tout ce qui précède et un appel à l'action d'une radicalité totale. Il réaffirme d'abord que la motivation profonde derrière l'escalade militaire actuelle, ce n'est ni la géopolitique, ni même directement les minerais, c'est la peur panique de, je cite, « répondre à ces crimes devant les tribunaux internationaux ». La guerre est une stratégie d'évasion judiciaire à grande échelle. Chaque nouvelle offensive est une façon de repousser l'échéance. Et donc, si la diplomatie est un piège et la guerre une manœuvre de diversion, que reste-t-il comme solution? Une seule. Et le texte prend bien soin de l'écrire en lettres capitales pour qu'on ne puisse pas la manquer. La seule et unique solution. Cette solution, c'est la confrontation militaire, directe et immédiate. Le texte devient prescriptif. Les pays voisins et leurs alliés doivent l'affronter mieux et sans tarder pour le neutraliser. Les verbes sont importants. Affronter, neutraliser. On ne parle pas de négocier, de contenir ou de dissuader. Non. C'est un rejet absolu de tout le répertoire de la résolution de conflits. Mais c'est vertigineux, un appel à une guerre frontale, régionale. Est-ce que la source aborde, ne serait-ce qu'une seconde, le réalisme d'une telle option? On parle d'une armée aguerrie, d'une région déjà chauffinée. Présenter la guerre comme la seule solution, n'est-ce pas ignorer les conséquences humanitaires absolument catastrophiques que ça impliquerait? La source n'entre absolument pas dans ces considérations. C'est une des caractéristiques de ce type de texte. Il est focalisé sur une seule logique.